Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Aujourd'hui, nous allons parler de cette baisse générale des crypto-monnaies. On va parler du BTC, moins 8%, Ethereum, moins 16%, XRP, moins 15%. Quasiment toutes les crypto-monnaies sont en baisse, comme vous pouvez le voir. Je peux citer des dizaines et des dizaines et des centaines de crypto-monnaies qui ont une baisse à deux chiffres, moins 14, moins 18, moins 20%. On retient que le BTC, c'est une crypto qui se maintient plutôt bien par rapport aux autres, moins 8%, alors que le marché est en plus forte baisse globale. Et bien sûr, tout ça, c'est dû à la panique des marchés financiers. On n'est pas dans quelque chose qui est dû uniquement aux crypto-monnaies. On a eu des droits douaniers annoncés par Donald Trump qui ont surpris par le fait qu'ils étaient complètement inattendus, par le fait aussi qu'ils étaient très élevés. 10% pour tous les pays et beaucoup qui ont des taux beaucoup plus élevés. Et ça va créer beaucoup de volatilité sur les marchés. Regardez l'indice VIX qui représente, on va dire, la volatilité, n'a jamais été aussi élevé ces dernières années. On a connu un pic lors de la crise financière en 2008. On a connu un deuxième pic là autour de la panique Covid, mars 2020. Et ben là, on est à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis ce niveau-là de mars 2020. Donc c'est quand même vraiment très rare ce qui est en train de se passer sur les marchés. C'est pas quelque chose d'habituel. On est vraiment au niveau d'une crise historique. Pour le coup, en tout cas au niveau de cet indicateur-là. On a eu des jours sur les marchés, il y a eu des plus fortes baisses dans les crypto-monnaies. Je suis pas en train de dire que c'est du jamais vu à ce niveau-là, mais ça reste une très très forte baisse. Les marchés boursiers aux États-Unis n'ont pas encore ouvert. Ça va ouvrir dans quelques heures, mais on a déjà le trading de certaines actions, on va dire en avance de phase, qui ont énormément baissé. Regardez, enfin plutôt le prix de ces actions qui a baissé. Robinhood, moins 17%, Tesla, moins 10%, Nvidia, moins 10%, Amazon, Alphabet, moins 6%, etc. Bref, tout est en train de chuter, tous les marchés mondiaux. Regardez là, ça a ouvert la bourse à Hong Kong, on a moins 13%. Le Japon aussi, moins 8%. D'ailleurs, regardez, on a le premier ministre du Japon qui a dit qu'il était prêt à aller visiter les États-Unis et à se rencontrer Donald Trump pour négocier les droits douaniers. Parce qu'en fait, c'est au final ça, sûrement la stratégie de Donald Trump, partir sur des prix, partir sur des droits douaniers extrêmement hauts pour ensuite négocier à la baisse et obtenir ce qu'il veut d'un certain nombre de pays. Alors oui, ça va créer beaucoup de turbulences à court terme, mais il le dit Donald Trump, en tout cas sa vision, c'est il veut guérir le pays et là on est dans la phase où il faut prendre le médicament et c'est pas bon. Donc je questionne pas forcément cette politique parce que je suis pas sûr que ça va être une bonne politique, hein, faut pas se mentir. En tout cas, ça fait mal à notre portefeuille actuellement. Les marchés, je vous ai dit, boursiers aux États-Unis vont ouvrir dans quelques heures, mais ils vont ouvrir à la baisse. On risque d'avoir une journée extrêmement difficile pour les marchés. Les contrats futurs qui donnent une indication du prix auquel ils vont ouvrir ces marchés, on est déjà à moins 6% pour le SP500 par exemple. On est aussi, pardon, pour le Nasdaq, on est à moins 4%. Donc vraiment, baisse générale sur tous les marchés à venir. Le CAC 40 a déjà ouvert à moins 6% aussi en France. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que potentiellement la Fed allait être obligée de baisser ses taux directeurs malgré le fait que Jérôme Powell nous a dit il y a quelques jours que ça n'est pas bougé pour le moment, qu'on allait rester sur les deux baisses. Et regardez, on a l'outil Fed Watch Tool, qui est un outil qui permet de voir en fait combien le marché anticipe la baisse des taux directeurs de la Fed. En fait, c'est des contrats futurs qui sont tradés sur ces prix-là, sur la baisse des taux directeurs, et ça permet d'avoir une indication réelle, pas juste de spécialistes dans leur coin, mais vraiment de gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur tout ça. Ça ressemble un peu au marché de prédiction. Eh ben, Fed Watch Tool pense que il y a 50% de chances qu'on ait une baisse déjà le 7 mai. Et surtout, le 10 décembre 2025, lors de la dernière réunion, je pense qu'on lancera à un taux directeur autour de 3%. 35% de chances qu'on soit en 3 et 3,25%, 33% de chances qu'on soit en 3,25 et 3,5%, donc de grandes chances qu'on soit un taux directeur très très faible. L'article de CoinDesk résume un peu tout ça, il nous dit que l'outil FedWatch Tool pense qu'on devrait avoir 5 baisses de taux directeur sur l'année 2025. Alors, et c'est peut-être ça aussi la stratégie de Donald Trump, forcer la main à la Fed pour baisser les taux directeurs,
parce qu'en fait, Donald Trump et les États-Unis doivent de nouveau réemprunter, pour faire simple. Il y avait des obligations qui arrivaient à expiration là prochainement, et du coup, c'est dans leur intérêt de faire baisser ces taux directeurs aussi pour pouvoir emprunter à faible coût. Il le dit, hein, Donald Trump, depuis un moment, qu'il veut faire baisser les taux de la Fed, mais il ne peut pas. Il ne peut pas forcer la main à Jérôme Powell, contrairement à la SEC où il a pu licencier le patron de la SEC, etc. Enfin, il avait le pouvoir. La Fed se veut être une entité à part, autonome, indépendante, et le président ne peut pas licencier le patron de la Fed. Une fois que le mandat de Jérôme Powell va se terminer, il me semble que c'est l'année prochaine, il pourra le remplacer par quelqu'un plus en accord avec sa politique. Mais il faut se rappeler aussi que c'est Jérôme Powell qui avait nommé c'est Donald Trump qui avait nommé Jérôme Powell il y a plusieurs années de cela. En tout cas, voilà, on va continuer avec cette baisse des crypto-monnaies. C'est en train de durer longtemps maintenant depuis l'élection de Trump. On a eu le all-time high et après, bah, ça ne fait que baisser. Et moi, je pense aussi que Donald Trump va difficilement pouvoir tenir une position à cette posture de faire baisser le marché boursier. Imaginez un marché boursier qui baisse de 50% sous sa présidence, ça va lui faire mauvaise pub, mais malheureusement aussi, il est dos au mur. Il peut pas non plus dire, bah non, j'annule tous les droits douaniers. Il lui faut une porte de sortie, il faut qu'il négocie, il faut que les divers pays fassent des accords avec les États-Unis et que ça puisse venir sauver la face de Donald Trump pour qu'il puisse continuer à se vanter d'être un bon négociateur et d'avoir sauvé les États-Unis. Malheureusement, du coup, on va avoir des perturbations, on va avoir de la volatilité, ça peut encore baisser très très longtemps ces cryptos et le marché boursier. Ether, je dis 1500 $, c'est très très bas. Ça peut potentiellement aussi baisser encore plus. Hein. Moi, je vous dis pas. Moi, vous me connaissez, je vous ai jamais dit non, mais là, ça peut baisser à 1200 et ensuite ça peut remonter à 4000. J'en sais rien. Moi, je sais que je détiens un certain nombre de crypto-monnaies. Je les détiens sur sur du long terme. Ce type de choses ne m'impacte pas. Je reste vraiment, ne m'impacte pas, je veux dire, dans le sens où je vais pas vous voir vendre. Ça m'impacte psychologiquement d'une certaine manière parce que je suis triste de voir l'Ether à 1500 $ ou le BTC à 76 000 $, alors que je pense que ça pourrait être beaucoup plus élevé. Mais au final, je reste, je hold, j'attends et je me renforce quand je peux me renforcer. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai fait une vidéo sur où je décortiquais un scam, où j'analysais un scam. C'était l'aspect address poisoning sur Ethereum. Je l'ai publié il y a quelques jours. Bah là, ce qu'on apprend, c'est que sur le Bitcoin, on a ce type d'adresse aussi qui commence à augmenter. Donc des personnes qui vont vous envoyer des Bitcoins sur votre portefeuille, mais on va dire en très très faible quantité, juste pour pouvoir empoisonner votre historique, c'est-à-dire potentiellement un jour où vous dites bah tiens je veux renvoyer de l'argent à telle adresse, vous allez copier l'adresse depuis votre historique Bitcoin et vous allez vous faire avoir en envoyant l'adresse à quelqu'un de malveillant qui va vous prendre tout votre argent. Donc c'est quelque chose où il faut vraiment faire très attention à tout ça. Deux petites news pour finir. Coinbase, ils sont en train de préparer le lancement des contrats futurs sur XRP. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour XRP, ça devrait arriver le 21 avril. Encore une fois, c'est une première étape, hein. Tout ça pour l'arrivée des ETF. C'est une bonne chose qu'on a ces contrats futurs qui arrivent. Ensuite, on a les ETF. Ça facilite un certain nombre de choses. Et on a le blockchain. Je m'attendais pas à ça. Une blockchain qui se lance, donc sur la technologie Optimism. Ça s'appelle Codex. Ils ont levé 16 millions de dollars. Et l'idée, c'est une blockchain spécialisée sur les stablecoins et pour un usage d'entreprise. Donc voilà, est-ce que c'est le retour des blockchains privés, semi-privés, etc. Ils ont des investisseurs très connus, Dragonfly Capital. On a aussi les co-créateurs de l'USDC, Coinbase et Circle, donc forcément l'USDC aura sa place ici. Et c'est un L2, donc c'est bien un L2 qui se lance sur Ethereum, qui a vocation à être utilisé par des institutionnels et le grand public d'une certaine manière on va voir, c'est un peu trop tôt, mais vraiment ils ont ciblé l'aspect institutionnel. Donc, encore une crypto, il n'y a pas encore de crypto, il y a juste cette nouvelle blockchain. Moi, je suis très sceptique sur l'aspect usage blockchain pour une utilité donnée. Genre là, sur les stablecoins existent déjà sur énormément d'autres blockchains. Pourquoi créer une blockchain dédiée à l'usage des stablecoins? Peut-être pour répondre à certains besoins des institutionnels. On l'a vu dernièrement, il y a Ethena aussi avec leur blockchain qui veut répondre aux besoins des institutionnels avec une partie, on va dire, où il va y avoir un certain nombre d'autorisations et une autre complètement publique. Il y a plein de visions différentes. Vous connaissez la vision Ethereum, Avalanche et un certain nombre d'autres blockchains qui sont des blockchains publiques, mais il y en a d'autres
qui historiquement avait une vision blockchain privée. Et là, on est en train de voir plusieurs visions en parallèle et on va voir laquelle va le mieux marcher. Moi, bien sûr, je suis plus pour la partie publique, permissionless, complètement décentralisée, que pour une version centralisée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.